J'ai appris à donner de la sincère au nôtre. Pourquoi? Parce que j'ai été surpris de voir que parmi le visage légendaire en basketball, en termes de coaching, Papi Kembe figurait lors de l'Afro-Basket 2025. Ainsi, ma décision en donnera la lumière à tout celui qui tient sa petite torche cherchant à être vu dans le monde. Il nous fait le plaisir, l'amitié surtout d'être avec nous sur ces plateaux. C'est les coachs assistants de Léopard Basketball A, Piero Ilunga, meilleur coach de Kinshasa lors de la saison passée, mais aussi champion du Congo et aussi finaliste avec le Dame. Mais quelle empreinte, mais quelle philosophie technique, tactique. Piero Ilunga, bonjour. Bonjour, monsieur Espérant. Bienvenue chez nous. Merci. Appréciez le cadre. J'apprécie et merci de m'avoir accueilli. À part Piero Ilunga, on ramène encore Ravik, vous le connaissez. Lui, pertinent, oui, parce que il ne dit que la vérité. Ses critiques sont aussi critiquées, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir la lumière parce qu'on parle de notre Congo, mais surtout de notre basket. Bonjour coach, bienvenue. Bonjour Espérant, merci de m'avoir invité. Je salue aussi tous nos auditeurs, toutes les personnes qui vont nous suivre à travers cette émission. Vous aimez qu'on vous appelle coach ou manager? Je n'ai pas de préférence, ça dépend des situations. Mais je crois que par essence, je suis coach. Et généralement, les coachs sont aussi des managers. Donc, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite, c'est naturel. On commence notre émission de la journée d'aujourd'hui. On va dire bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Je suis Espérance Junior Mukendi, bien sûr, des retours chez moi. Très heureux de retrouver ces deux visages parce que je vais parler basketball de mon pays. Mais avant tout, 2 fois invité aux États-Unis pour perfectionner Piero Ilunga. Ça étonne le Congolais, mais les circuits vous fermez. Hein. Vous allez seul. Hein. Je ne sais pas si je dois parler du circuit fermé parce que ce n'est pas moi qui décide. Je reçois des mails de la NBA et je réponds à toutes les questions qu'on me pose et puis à toute documentation demandée. Et j'attends la sélection finale parce que c'est une sélection, une présélection de plusieurs coachs, mais qui finit par une petite sélection de 16 coachs, 2 fois 15 coachs africains. Et ça fait 2 fois que j'y figure, donc je ne peux que rendre gloire à Dieu. Vous allez rendre gloire à Dieu, mais quand vous recevez ces genres de mails, vous ne vous renseignez pas s'il y a d'autres Congolais, soit vous faites attention, on risquera de voir mieux que moi. Non, pas du tout. Parce que quand on envoie le mail, on fait la copie à tous les intéressés. Okay. Et la première des choses que je fais, c'est de voir sur la liste de toute personne qui a reçu le mail. Et la première fois que je suis parti, j'ai trouvé un autre Congolais qui est Emmanuel Mavomo, qui faisait partie de la liste et qui faisait partie du groupe WhatsApp que la NBA avait créé. Donc, c'était un plaisir de rencontrer un frère aux États-Unis qui m'a aussi orienté par rapport aux petits détails, comment est-ce que je devrais me comporter, comment est-ce que je devrais agir pendant les entraînements, bien qu'on n'était pas dans la même équipe. Donc, pour moi, c'est toujours un plaisir. On apprend tous les jours. Coach Ravik, parce qu'on ne va pas vous laisser longtemps sans parler, on va parler ensemble, voir l'un de vôtres, et aujourd'hui à votre côté, le 2 fois être sollicité au niveau des États-Unis, c'est pas le moindre. Hein. Même pour les politiciens, quand ça parle des États-Unis, ça a une autre façon de voir les choses. 2 fois pour aller perfectionner. Vous vous dites, ah ben il est fait pour lui, soit c'est les drapeaux. Honnêtement, je suis très content de voir qu'il y ait un coach local, parce qu'il faut préciser, le coach Piero l'a bien dit. Avant, c'était plus des coachs qui étaient de nationalité, oui, mais c'était Emmanuel, qui n'a jamais coaché au Congo, Mavomo, que j'ai connu en Afrique du Sud, il a toujours participé à ces événements. Et le fait d'avoir un coach local, qui coach localement chez nous, participer, c'est quelque chose de très bien. Ça veut dire que ce qu'on fait sur le plan local aussi ne passe pas inaperçu. Il y a bien sûr un œil qui scrute ça et qui décide finalement de donner du coup de pouce au basketball local à travers un des nôtres. Et je vois aussi que
son apprentissage permet aussi à d'autres coachs de bénéficier de cette expérience à travers les encadrements qu'il fait. Et c'est tout à fait louable de ma part de pouvoir être content avec ce genre d'initiative. Je vous reviendrai pour vous poser une question. On va carrément oublier qu'il est là, mais on va se poser une question. On va analyser ensemble avec vous. Mais coach Pierrot, quand est-ce que vous devenez coach? En quelle année vous devenez coach de basketball? Je deviens coach pratiquement en 2016. En 2016, pendant que je jouais. C'était à ma dernière année de carrière comme athlète. Et j'étais le doyen de l'équipe, bien sûr, et le capitaine. Et c'est mon entraîneur principal, Albert de Carvalho Jingoba, qui est aujourd'hui coach au Portugal avec une équipe de la 2e division. Bon, il est aussi en train d'aller vers sa retraite et qui m'avait dit que je te sens être un grand coach un jour. Et je lui disais, c'est pas mon rêve. Je n'ai jamais pensé à ça. Et il m'a fait devenir coach sans que je ne le sache, en me donnant quelques tâches et aller aider les enfants, les cadets, les juniors de la même équipe où on évoluait. Et de fois, quand il y avait des matchs abordables pendant le championnat, j'étais en tenue de match, mais il me mettait toujours à côté de lui. Et l'assistant était... Donc, je me mettais entre lui et l'assistant. Et il voulait toujours avoir mes idées par rapport au changement des joueurs. Et je le faisais par plaisir parce que je sentais qu'il me faisait confiance. Mais je ne savais pas qu'il était en train de me former. Donc, c'était une surprise. Quand j'ai eu le goût, je ne savais plus reculer. Vous rentrez dans votre pays, vous rentrez à Kinshasa carrément, en provenance de l'Angola, là où vous étiez allé jouer votre basket. Et quand vous revenez, est-ce qu'on vous sollicite directement ou soit, comme tout coach qui commence, vous allez voir les aînés pour leur dire, est-ce que je peux apporter aussi mon expertise? Pour une vérité, quand je suis arrivé au pays, mon tout premier rêve était de rentrer chez Onatra. Étant ancien joueur d'Onatra, j'ai contacté moi-même le comité Onatra pour travailler en bénévolat. Ok. Et malheureusement, je n'ai pas été bien reçu. Et il y avait déjà un staff qui était là. Et moi, je voulais juste être là pour encore faire plus de pratique par rapport à tout ce que j'avais appris. Bon, je n'étais pas reçu dignement que j'ai reçu l'appel de Papi Chamwangue depuis Lubumbashi, qui avait appris que j'étais à Kinshasa, comme il me connaissait aussi depuis l'Angola, qui m'a intéressé de venir travailler avec lui à Lubumbashi chez DSMP Dam. Ok. C'est de là que ma carrière a réellement commencé et c'était ma toute première expérience et on a été sacré champion du Katanga et on est venu en Coupe du Congo. Donc c'était ça. Après DSMP, vous partez dans quelle équipe? On prend l'historique en général, mais pas trop. Hein. Ouais. Après Ouais, DSMP. Après DSMP, je suis rentré en Angola pour une année où j'ai encore fait une formation de perfectionnement. Je suis rentré et c'est Terreur qui m'a pris. Exactement. Oui, j'ai été contacté par le DT Val et puis Maman Souzi, qui dans le temps Maman Souzi était chez Terreur. Chez Terreur, bien sûr. oui. Donc c'est sont eux qui m'ont contacté et m'ont proposé le projet pour être assistant du DT Val à l'époque. C'était lui le coach principal de Terreur après la sortie du coach Raven. Et j'ai travaillé pendant 2 ans comme assistant de coach Vallée avant qu'il ne parte chez Foucache et que je prenne la place du coach titulaire. Vous arrivez chez Terreur, vous gagnez des coupes maintenant. Kinshasa devient au contrôle de Pierrot. Ça a pris combien de temps pour que Pierrot commence à gagner des coupes avec Terreur? Bon, j'ai fait 2 ans comme assistant. J'ai trouvé déjà une équipe faite. Et quand j'ai pris la charge d'entraîneur titulaire, j'ai proposé au comité j'ai présenté ma vision auprès du comité. Et c'était une vision peut-être qui paraissait une vision folle, mais c'était une réalité parce que je voulais mettre en place ce que moi, j'ai appris et où je me sentais plus à l'aise. C'était la jeunesse. Donc, j'ai investi sur la jeunesse. J'ai pratiquement changé une équipe à 90%. Et la première expérience tentée, on a été sacré champion de Kinshasa. Champion de Kinshasa, combien de fois avec Terreur? Avec Terreur, 2 fois.
2 fois. 2020 et 2022. 2 fois seulement champion de Kinshasa avec Terrer, mais quelle malédiction au niveau de la Coupe du Congo, ça ne marchait pas. L'opinion laissait dire que si Pierrot partait, Terrer pourra gagner une Coupe du Congo. Vous avez entendu, pas dans la polémique, hein. Est-ce que vous avez entendu dire ça vous-même? Bien sûr, c'est une histoire qui s'est dite plusieurs fois, à tout moment, mais bon, non, on doit toujours faire le travail. Est-ce que vous êtes parti chez Terrer parce que vous avez écouté les gens dire ça? Non, c'est pas du tout ça. C'est que j'ai fait 5 ans avec Terreur, 3 ans comme titulaire et 2 ans comme assistant. J'ai trouvé que je devrais mettre fin à ma mission parce que j'avais trouvé déjà une philosophie déjà assise dans l'équipe. Moi, mon souci, c'était de passer dans différentes équipes et laisser mes empreintes. Au moins, je suis sûr du basket que je donne aux équipes et je pense que c'est du basket propre où ça me fait plaisir si je vois plusieurs équipes jouer ça. Pour moi, je me dis que je me sens fier de moi-même et fier des joueurs qui ont mis en pratique tout ce que je leur ai transmis. Opportunidad, Terreur, Onatra, jouer un temps avant que notre Terreur ne sorte de l'eau aujourd'hui pour jouer carrément une autre philosophie de jeu, jouer un temps la même chose. Est-ce que, bon, avant de vous revenir, laissez-moi voir l'autre œil d'un technicien. Est-ce que je suis d'accord avec vous que Onatra, Opportunidad et Terreur jouaient presque la même chose? Onatra. Exactement. Quand Pierrot est parti chez Onatra, bien sûr. Hein. Ah, ok. Ouais. Bon, c'est tout à fait normal. La stratégie de jeu ou la philosophie, quand elle est imprégnée par des athlètes, c'est difficile de l'enlever du coup. Donc ça prend un temps. Et je trouve normal que des joueurs qui ont été formés sur une stratégie qui a marché, pendant un temps puissent l'appliquer à leur escient. C'est toujours comme ça. Et venir dans un groupe où on balaye tout directement, c'est très compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est la chose qui a un tout petit peu embêté Terrer, c'est balayer un peu du Ilunga pour installer du Mwimba Raven? Je ne pense pas, parce que ce sont 2 personnes différentes. Ok. Et est-ce que les joueurs se sont sentis mieux avec le système du coach Pierrot qu'avec la nouvelle philosophie? Point d'interrogation. Je ne suis pas athlète de Terreur ou... Non, mais vous êtes technicien. Hein. Oui, mais ce problème-là, c'est d'abord le problème des athlètes. Comment ils se sentent? En fait, le coaching, ce n'est pas seulement une stratégie technique, mais c'est aussi l'approche de la personne qui est en face de vous, qui vous commande. Est-ce que vous êtes prête à faire tout ce qu'il demande parce que vous vous sentez plus en confiance avec lui, ou vous dites, une nouvelle personne arrive, on se dit, la stratégie, la philosophie qui était avant, on se sentait mieux dans ça, et s'orienter vers une autre stratégie, ça prend du temps. Est-ce que c'est facile de s'adapter à ça? Toutes ces questions-là sont prises en compte, et je crois que les joueurs eux-mêmes savent pour qui, comme on dit, je roule pour qui. En fait, c'est ça. Et quand je roule, est-ce que je roule dans un élément qui me va le mieux, ou je roule dans un élément parce qu'il faut que je roule seulement? C'est ça, en fait. Pierrot Ilunga, je vais revenir à vous, par exemple, pour peut-être finir avec votre carrière. On ne sait pas tout est allé ici, et après, on va parler de l'équipe nationale congolaise et de la Coupe du Monde qui est à venir, mais d'abord les éliminatoires. Vous partez chez Onatra. L'objectif, c'est d'abord rentrer dans vos rêves d'enfant quand vous commencez comme coach. C'est coacher votre propre club qui vous a vu jouer. Vous partez, vous êtes deuxième à la Coupe de Kinshasa. La saison d'après, vous êtes champion de Kinshasa et vous êtes aujourd'hui champion du Congo. Prémédité, ou soit vous êtes surpris, et surtout que le technicien, bon, vous dites, on ne le savait pas, on a fait. Non, dire qu'on ne le savait pas, c'est que je ne savais pas ce que je faisais aussi chez Onatra. C'est un rêve qui a été réalisé, et je pense que j'ai payé ma dette, comme on le dit en Afrique. Ah, vous n'avez jamais gagné comme joueur chez Onatra la Coupe du Congo? Non, j'ai 5 titres de la Coupe du Congo. Exactement. Comme athlète chez Onatra. Exactement. Je dis la dette par rapport à mes propres projets, d'offrir au moins un titre
national à Onatra, à qui j'ai donné 5 titres comme athlète et je cherchais à le faire aussi comme coach. Donc, en ce moment, je suis la personne la plus heureuse d'avoir offert une coupe du Congo à l'Onatra. Ce n'est pas pour rien que, par reconnaissance, j'avais invité Exactement, j'allais les souligner. Les gens verront la petite vidéo d'ailleurs en illustration, oui. Ouais. Donc, c'était pour ça. Je l'ai invité pour venir voir ce que je faisais comme travail. Je relance, vous invitez le coach Mosin. Allez, on vous acquise encore de tout. Le lunette de Pierrot sort, on va dire la lunette, qui va sortir. Le magicien Pierrot, un homme qui aime bien le fétiche dans le basketball. Après, il va inviter le DT Mosin. C'était quoi l'importance de DT Mosin dans ces matchs-là? La reconnaissance. Il fut mon coach et puis le directeur technique du BC Onatra. Il y a un moment, je me suis rappelé que je suis chez Onatra et je suis chez Atari. Et je me suis rappelé que quand j'étais joueur chez Onatra, il était aussi coach chez Atari. Et il avait été sacré champion de Kinshasa avec Onatra et avec Atari. Et je pense que c'est une image que j'ai cherché à voir. Et je l'ai eue. Merci beaucoup au coach Pierrot. On ne s'est pas terminé totalement les choses. Il a fait venir le joueur chez Onatra, il a fait venir le joueuse chez BC et Atari. Pas de confusion, le BC Onatra ne jouera pas la Coupe d'Afrique cette saison, mais plutôt la saison prochaine. Le BC Atari, mêmement, alors que Makomeno Senses et BC New Generation vont retrouver la campagne africaine, mais aussi à savoir sur la question qui se pose sur les réseaux sociaux, sur l'information de la fédération annonçant peut-être une organisation des éliminatoires ici à Kinshasa, messieurs et dames. C'est le plaisir de tout le monde, c'est l'envie de tout le monde, c'est le vouloir de tout le monde. La fédération veut réellement organiser, mais peut-être un problème de moyens pourra s'est posé, mais j'aimerais que le gouvernement congolais, le ministère de Finances, le ministère du Sport, le président de la République puissent s'impliquer. Pourquoi? Parce que ce sera l'image de la RDC. Mais une autre question que j'aimerais bien me poser, je viendrai vous répondre par exemple à la prochaine. Je vais aller vérifier le parquet. Est-ce que ça existe toujours après le sinistré, après l'état du stadium de Martyrs qui n'était pas à la hauteur? On va encore revérifier, on va vous ramener l'information. Au club d'être sérieux, c'est le temps de financer. Je vous avais dit que j'ai Pierrot Ilunga, j'ai aussi Ravik dans mon studio. On commence. On va parler de Léopard de la RDC. On ne va pas commencer par l'afro-basket, même quand je n'interdis à personne de parler de l'afro-basket. Les têtes devraient tomber réellement. En commençant par le staff technique, peut-être le Pierrot Ilunga, Gaëtan, qui autre, Élisée Moudiaï, pour ne pas citer les coachs titulaires, lui peut-être qui peut rester au siège, mais les autres qui n'ont pas pu apporter quelque chose devraient partir. Et au niveau de joueurs, le joueur, on peut encore ramener XY, on va faire partir X et Y. Même quand j'ai quand même de l'assurance pour dire que Christian Eyenga, je crois pas qu'il reviendra. Il a donné le meilleur de lui, mais il pensait peut-être que ça sera la dernière fois qu'il vient à l'équipe nationale pour accompagner ces jeunes. Ravik, une équipe nationale de la RDC de basketball qui va vous faire les éliminatoires, mais vraiment les éliminatoires. Arriver dans la compétition, on va dire, tout change. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, Ravik, en tant que technicien? Vous avez suivi aussi ces matchs de près. Bon, l'afro-basket, c'est un épisode qu'il faut vite oublier parce que l'équipe n'a pas donné les résultats qu'elle devait nous donner. Parce que moi, je me dis, le groupe n'est pas, les joueurs, le groupe dans l'ensemble n'était pas mauvais. Mais je crois que le groupe n'était pas solidaire, il faut le dire. Le groupe n'était pas solidaire. Je ne sais pas, le coach Pierrot peut-être peut nous dire un peu plus. Il faut l'effacer, hein, jusque-là. Oui, il nous dira peut-être un peu plus parce qu'il était sur place, comme il était dans le groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'équipe que nous avions lors de l'afro-basket n'était pas un mauvais groupe. Il y avait des joueurs de talent, il y avait des joueurs d'expérience. En tout cas, il y avait un peu tout pour faire mieux que ce qu'on a fait comme résultat. Et voir cette équipe jouer de cette façon-là, c'était très triste à voir.
on n'a pas tous compris ce qui s'est passé, comment l'équipe a pu jouer comme ça. Le seul match où on a senti que les joueurs ont vraiment donné, c'était face au Rwanda pour l'honneur. Mais dans l'ensemble, c'est comme si les joueurs ne voulaient pas jouer. Il y a des joueurs vraiment qui étaient là, on dirait... Ils sont venus décorer les on bancs. termine vite et puis on repart, on rentre chez nous. On ne sait pas réellement pourquoi ça s'est passé comme ça et c'est très triste. Mais il faut vite oublier cet épisode et regarder vers l'avenir parce que les talents, nous en avons partout dans le monde, localement, en Afrique, partout ailleurs, nous avons les talents. Nous avons aussi les personnes ressources pour pouvoir aider cette équipe à mieux se comporter, à mieux compétir. Nous les avons, donc il faut vite regarder vers l'avant, prendre des précautions, voir comment travailler sur une stratégie sur la durée pour peut-être compenser cet échec de l'Afro-Basket en nous qualifiant pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas impossible. S'il y a de la volonté, il y a vraiment cette envie-là d'aller gagner ces matchs et d'aller nous qualifier, on pourra bien le faire. On va arriver bien sûr à l'avenir, mais entre-temps, on doit d'abord corriger nos erreurs. Vous parlez par exemple de la solidarité dans le groupe ou pas. Pero Ilunga va peut-être le dire. À quel moment vous sentez, vous personnellement, Ravik, qu'il n'y a pas de la solidarité dans le groupe? Vous avez parlé de joueurs peau de flair qui étaient sur le banc. Est-ce que vous pensez que quelque chose a manqué dans cette équipe? Parce que vous avez affaire à, je crois, 7 joueurs tout simplement qui roulaient sur terrain. Les autres de peau de flair qui décoraient carrément le banc de Léopard. Oui, quand je parle de solidarité, c'est l'attitude des joueurs qui viennent du banc quand ils rentrent sur le terrain. En fait, il y a des joueurs qui rentraient sur le terrain, quand vous les regardez, moi, j'ai quand même joué au basket. J'ai été en tête. Je sens voir la détermination sur le visage d'une personne quand il joue, quand il est sur le terrain comme acteur. Il y a des joueurs qui prenaient plus plaisir à être sur le banc. Excusez-moi, les gens ne voient pas. Vous êtes là, vous affichez un comportement, mais il y a des caméras partout. Il y a peut-être une caméra qui tourne vers vous. Et quand ça tourne vers vous, on voit, nous à la télé, nous regardons votre visage. On se dit, mais celui-ci, il a un problème avec ceux qui sont sur le terrain ou quoi? Il y avait des réactions qui n'étaient pas dignes d'un groupe qui se faisait ressentir sur des visages, dans le comportement, même sur le terrain, que ce soit sur le banc. C'était vraiment très triste à voir. Ce n'était pas une bonne image pour le sport que nous aimons tous et surtout pour l'équipe nationale. Vous pensez que le coach, il n'a pas pu voir peut-être tout ça, manque de solidarité dans le groupe, mais quand vous avez par exemple un coach qui adore son groupe en disant de l'ambiance, il y en a, mais prenons juste une seule conférence de presse avant de relancer Pero Ilunga, il y a une conférence de presse où le coach s'est plaint pour dire les autres équipes ont de jeunes, lui il a amené des vétérans, vous êtes d'accord avec lui? Bon, dire que les autres équipes ont des jeunes, lui il a des vétérans, l'équipe n'a pas... la moyenne d'âge, je ne pense pas que c'est plus de 30 ans. En tout cas, je ne pense pas. Il y a peut-être le plus vétéran, c'est Yenga, Christian, qui a été à l'Afro-Basket en 2007. Il est revenu pratiquement 18 ans après. Mais il était aussi jeune à l'époque quand il a joué à l'Afro-Basket. Donc c'était lui le vétéran. Le plus âgé, mais je ne pense pas que ces joueurs-là sont des vétérans. Par vétéran, je ne sais pas ce qu'ils disaient. C'était des joueurs qui ne sont pas prêts à jouer. Je ne pense pas. Ce sont des joueurs qui jouent au basket et qui continuent à faire leur carrière. Il y a peut-être Christian Yenga qui est peut-être au terme de sa carrière, mais les autres, c'est encore des gens qui peuvent jouer. Les jeunes, personne ne l'a empêché à avoir des jeunes. Il a eu Mithéo dans l'équipe. C'était très bien pour une première pour le petit. Il s'est très bien comporté. Il pouvait en avoir plus. C'était son choix. En fait, je ne pense, quand il dit ça, il sous-entend qu'on lui a donné des joueurs que lui n'a pas eu le temps de sélectionner. Il n'a proposé aucun joueur, lui-même personnellement. En fait, je trouve que c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant. Il avait le temps de sélectionner les joueurs qu'il estimait être les meilleurs Congolais pour cette compétition. Et s'il ne l'a pas fait, il ne doit pas dire que c'est la faute aux autres. Non, c'est lui, étant que capitaine du navire, qui sélectionne une équipe, qui choisit les joueurs,
qui choisit les collaborateurs avec qui il veut travailler. Oui. Et à la fin, il ne peut pas nous dire que non, c'est la faute des autres. Moi, on ne m'a pas donné ça. On pourrait... Non, mais est-ce qu'il a demandé, on ne lui a pas donné? C'est ça le problème. Est-ce que quand Pardon, laissez-moi quand même terminer. Ok. Ce n'est pas lui qui a ramené Miteo dans l'équipe. Ok. Ce n'est pas lui, parce que lui, au départ, il n'y avait pas Miteo. Et Miteo vient en dernière minute et il nous fait ce qu'il nous a fait. Donc ça veut dire que s'il avait lui-même demandé, on pouvait bien lui donner. Parce qu'on lui a donné. Pourquoi il ne dit pas qu'on lui a donné Miteo, que lui n'avait pas choisi? Mais Miteo s'est très bien comporté. Et Miteo sera un atout de plus pour notre équipe nationale. C'est l'avenir de notre équipe. Mais vous pensez qu'il y a, je vous relance carrément, il y a celui qui vient de se réveiller, The Warrior, Kamba Mathieu, qui vient de se réveiller. Vous pensez que Miteo aura sa place alors que Mathieu est là? D'ailleurs, d'abord, ce n'est pas les mêmes postes. Ce n'est pas les mêmes postes. On sait, bon, moi, je n'aime pas trop citer les noms des gens, mais les joueurs du poste de Mathieu sont connus. Donc, ils n'ont pas, en arrivant en équipe nationale ou en étant à la FroBasket, ils n'ont pas fait mieux que Mathieu. Donc, le retour de Mathieu est naturel, il y a des gens qui vont tomber. Merci beaucoup. Mais je n'aimerais pas que ça soit Miteo. Ah, vous n'aimerez pas que ça soit Miteo? Oui, parce que Miteo doit être habitué à des matchs de compétition. Donc ça doit être poste par poste. Ça ne doit pas faire partir Miteo pour garder. Miteo, c'est l'avenir de l'équipe. Il ne peut pas venir, étant le joueur le moins âgé de l'équipe, venir sortir une compétition pareille et aux prochaines séances, vous l'oubliez. Non, pas lui. Il est jeune. Non. Il faut le garder dans le groupe parce qu'il représente l'avenir de l'équipe. Et il y a des joueurs qui peuvent revenir pour que d'autres puissent partir, mais on ne peut pas laisser partir un jeune. Miteo, en revenant à Kinshasa, n'avait jamais l'idée qu'il jouait la Coupe d'Afrique. Jamais. Jamais. Je ne pense pas. En fait, ça n'a jamais traversé son esprit, en fait. Pour lui. Et quand il est arrivé, il s'est dit, je suis là, je dois me vendre, je dois mieux jouer pour que je prouve que je suis là, pas seulement comme mascotte de l'équipe, mais comme un joueur sur lequel les Congolais et le staff technique peuvent compter. Pierrot Ilunga s'est reposé il y a longtemps. Messieurs et dames, je vous présente l'un de ces staffs techniques qui nous a fait vraiment de merveilles, on va dire ça comme ça. Ils nous ont fait de merveilles et ils ont joué les Cap-Verts, ont mené au score. Eh ben, ils se sont comportés comme ils voulaient. Ils se sentaient le staff technique qui faisait des changements. C'est bien lui. Il s'appelle Pierrot Ilunga. Coach, on va dire que Perrin ne touche pas les stylos. C'est bien vous faites la sélection. Comment s'est fait la sélection à l'équipe nationale d'abord? La sélection se fait d'abord par les choix des athlètes que nous trouvons mieux être sélectionnables. Vous en groupe, parce que c'est vous devant le caméra chaque fois. Tout le monde est libre de proposer des joueurs. C'est pourquoi la liste est tellement élargie. En commençant par l'entraîneur principal, les assistants, ainsi que le manager. Donc, il y a une liste élargie et après cette liste, il y a des réunions et réunions pour accompagner certains joueurs, voir la réalité de leur forme physique dans des clubs, voir les statistiques. C'est vrai que les statistiques ne suffisent pas parce qu'il faut voir aussi les vidéos de l'intégralité du match, connaître ces joueurs, à quel niveau ils jouent. Est-ce que ce sont des 5 majeurs? Est-ce que c'est un 6e homme? Donc, il y a plusieurs questions qu'on se pose par rapport aux joueurs qu'on a besoin dans l'équipe nationale. Et à la fin, la personne qui décide, c'est l'entraîneur principal qui se dit qu'en tout cas, par rapport au profil de tel ou tel, et par rapport aussi à la possibilité de la fédération. Nous, on peut proposer, on doit proposer, on ne peut pas aller dans une préparation avec une vingtaine de personnes pour rien. On se dit, bon, pour un bon travail, on propose à la fédération qu'on a besoin de 18 athlètes. Et parmi cette liste, dans la liste élargie que nous mettons sur table, on doit décider et savoir combien de joueurs on doit avoir. On a 18, oui, mais qui décide sur les 18, c'est le coach principal. Donc, c'est comme ça que on traite de tout ça. Et comme je suis présent à Kinshasa, que la conférence de presse se fait à Kinshasa, c'est moi qui passe devant les caméras. Et c'est vous qui portez le chapeau. Bon, je porte le chapeau pour celui qui ne maîtrise pas ce qu'on fait. Ok.
Pour ceux qui maîtrisent ce qu'on fait, je pense qu'ils ne pouvaient même pas parler de moi. Il faut directement voir le coach titulaire de l'équipe. Vous n'êtes que son représentant ici à Kinshasa. Oui, Piero Ilunga, on part dans une campagne africaine. On ne va pas vous laisser dans la polémique congolaise parce qu'on pointe du doigt au staff technique en général. Mais est-ce que vous vous dites quand vous quittez, par exemple, vous étiez aux États-Unis, je me rappelle, quand vous quittez les États-Unis, après avoir vu le groupe, après avoir reçu le rapport s'il y en avait des entraînements du groupe, vous vous dites, on va en Angola pour ramener la coupe à la maison. Est-ce que vous vous dites vous aussi ça? Bien sûr, personnellement, je m'étais dit ça. Je m'étais dit ça en voyant le groupe qui était sur place. Comme je le dis, j'ai entendu le coach Ravek dire que le problème, c'était pas vraiment les joueurs. Et c'est pourquoi je dis que dès le départ, je me disais que la coupe est possible de rentrer à la maison parce que en voyant les joueurs qu'on avait, il ne manquait plus que disons une bonne politique. D'abord, une très bonne préparation et puis une très bonne communication entre le staff technique et les athlètes. Exactement. Et une très bonne communication entre athlètes pour lutter contre ce problème d'ego, contre ce manque de solidarité. Ce sont des histoires qu'il faut d'abord commencer par lutter. C'est pourquoi deux fois, lorsque nous faisons le choix des athlètes, là c'est par rapport à moi. Quand nous faisons les choix des athlètes, la première des choses que je cherche à savoir, comment est cet athlète sur le plan comportemental. C'est très important. On peut avoir un talentueux, mais qui a un problème de comportement. On doit essayer de remédier à ça. Si on n'a pas cette possibilité de remédier, je pense qu'on peut rester avec des joueurs qui peuvent vivre dans la solidarité, rassembler les forces et trouver un bon résultat. Piero Ilunga, on arrive en Angola, certainement parce que vous avez prévu, on perd le match contre Cap-Vert, alors que c'est un match que nous avons réellement mené au score. C'est vrai que la politique de l'équipe nationale, c'est lui qui décide, c'est bien le coach titulaire. C'est quoi l'apport d'un coach assistant à l'équipe nationale? Parce que Kinshasa vous accuserait d'être un coach muet. Kinshasa a dit ça. Piero Ilunga à l'équipe nationale, il ne parle pas, mais ils oublient que même ici au pays, quand vous êtes sur le banc, vous ne parlez toujours pas. Vous laissez la place à votre assistant qui est le coach Ndombele, que j'ai surnommé tacticien sorcier, que je salue, qui est à la place, qui parle, et vous réagissez en dernier ressort. Mais en équipe nationale, on vous accuse d'être un coach muet. Tout va de la vision de l'entraîneur principal. C'est lui qui donne des directives comment doit se comporter son staff, premièrement. Et moi, étant premier assistant, j'avais le rôle d'abord de gérer le banc, observer tout ce qui se passe au terrain et en dehors du terrain et avoir une communication directe vis-à-vis de l'entraîneur principal. Bon, il y a eu une communication normale. Mais c'est au coach principal de se décider de tout ce que je donne comme idée. Je ne sais pas si je devrais, après chaque match, avoir une conférence de presse et dire au public, vous savez, quand on est arrivé à la 5e minute, c'est moi qui ai dit ça. Le coach avait pris en compte ou n'a pas pris en compte. Vous avez vu pourquoi ce joueur-là est sorti. C'est parce que moi, j'avais dit pourquoi on avait changé de système de jeu. Pourquoi est-ce que je m'étais levé. Bon, je ne sais pas. Ce sont des idées archaïques. C'est le coach principal qui est le maître de l'équipe. Et c'est lui qui est là debout. Et nous levons que si est nécessaire de lui dire quelque chose. Et quand je me lève, ce n'est pas pour avoir trop de temps. C'est 2 secondes. Je lui souffle quelque chose et puis je rentre, je m'assois pour éviter les fautes techniques. Ce n'est pas comme au niveau local où vous voyez tout le temps, pendant tout le match, tous les coachs sont debout en train de crier. Ce n'est pas l'éthique que moi j'ai appris. Donc, je ne peux pas entrer dans du désordre, que nous trouvons aujourd'hui normal. Mais un assistant était un héros dans l'ombre qui travaille sérieusement avant, pendant et après les matchs, comme aussi dans les entraînements. Il discute avec l'entraîneur tout le temps, il donne des idées avant le match, comme je le dis, et même quand il y a des temps morts, de fois, c'est moi qui propose à l'entraîneur de prendre des temps morts, mais je ne suis pas obligé de le dire. C'est tout à fait normal de rappeler au coach qui est devant, qui est en train de suivre le match, qui est en train d'animer le match. Il faut toujours avoir une communication permanente vis-à-vis du coach principal.
Mais au finish, c'est lui qui décide si oui ou non. On va finir bientôt, il est 36 à 45, on va finir. Coach, est-ce que vous sentez, vous aussi, au-delà du banc, est-ce que vous sentez cette solidarité entre coachs? Il faut pas voir que le coach Pierrot est là. Ça, on sauve la nation, soit on fait les complaisance et on laisse partir comme ça parce qu'on va parler de la Coupe du Monde bientôt. Le coach Pierrot, le coach Perrin, le coach Élysée, les coachs Gaëtan. Est-ce que le 4... Non, je suis en train d'oublier quelqu'un, c'est Madame Agnès, qui était aussi dans le staff technique, mais qui n'était pas au banc, je crois, 2 ou 3 fois, je ne l'ai pas vu au banc. Est-ce que le coach Ravik a senti cette communication entre coachs? Parce qu'on sait savoir, vous savez, quand Pierrot joue, par exemple, la Liprobakin, vous savez, ça c'est du Pierrot. Est-ce que par moment, vous avez senti la touche de Pierrot dans cette équipe nationale? Bon, en réalité, je n'ai pas regardé tous les matchs. Hein. J'étais très déçu après le premier match. Ok. C'est un match qu'on avait surtout. Oui, j'étais très, très déçu. Mais je pense que la communication ou l'alchimie entre les membres du staff, si on avait vraiment, on n'aurait pas ce résultat-là. Je pense je crois qu'il y a eu une cassure, une rupture. Et je ne sais pas, c'est vraiment, c'est la faute à qui? Je pense que les personnes qui ont, le bureau fédéral était sur place, ils ont vu d'eux-mêmes ce qui s'est passé en réalité. C'est eux qui engagent l'équipe nationale, les personnes qui sont dans le staff. Je pense bien qu'ils ont été évalués et il y aura certainement des décisions à prendre pour l'avenir et le bien fondé de l'équipe. Donc, il est important de le faire pour que nous puissions quand même avoir des bons résultats dans le futur parce que cette déception est énorme, est vraiment énorme. Pierrot Ilunga, on va partir avec des mots purement techniques et tactiques. On perd le match de Cap-Vert suite à quoi? D'abord, mon impression personnelle est que on a eu un problème physique. Premièrement, où on lâchait toujours au troisième quart-temps. Deuxièmement, il y a eu trop d'erreurs défensives. C'est un point très important où même des joueurs professionnels répètent ça pendant les entraînements, les rotations défensives. Et on nous a marqué beaucoup de paniers sur ça. Et sur le manque de repli défensif. Là, ce sont des 3 points qui ne me quittent pas de la tête depuis l'Afrobasket jusqu'à présent. Vous regrettez? Beaucoup. Pour n'avoir pas dit quoi et fait quoi? Pour ne pas avoir mis en pratique tous ces 3 points pendant les entraînements avec insistance. Alors que vous avez proposé? Bien sûr. On va passer vite fait ces matchs contre Cap-Vert qu'on doit carrément oublier. On va parler de ces matchs contre la Côte d'Ivoire. On va jouer la Côte d'Ivoire juste après. Vous avez vu qu'il y avait 2 erreurs défensives. Vous en avez parlé pendant la préparation. Vous et votre staff technique, vous n'avez pas mis en œuvre pour sortir de ces pétrins. Mais on arrive le jour du match contre Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, qui était aussi avec ces staffs, je vais dire, j'écoute les joueurs dire ceci. Nous jouons la même chose. Ces staffs techniques ne veulent pas changer des choses. Et toutes les équipes qu'on joue connaissent ce qu'on va jouer. Vous êtes entraîneur, peut-être le joueur ne vont pas venir vous voir directement. Je vais quand même révéler aux gens que je suis venu dans votre chambre à 0 heure, c'est-à-dire la moitié de la journée, je suis venu dans votre chambre. Il est venu ceux qui sont venus dans votre chambre. On est cessé de vous dire, on devrait gagner ce match. On vous a trouvé vous aussi devant votre machine en train d'analyser le même match pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire contre la Côte d'Ivoire. Vous nous rassurez que contre la Côte d'Ivoire, on va arranger. Le matin, il y a eu entraînement Pierrot Ilunga. Pourquoi vous n'avez pas modifié quelque chose et c'était encore une défaite contre la Côte d'Ivoire? Je n'ai pas ce pouvoir d'entrer au terrain et modifier pendant que l'entraîneur principal est là. Mais mon rôle et mon travail, selon ma connaissance, est de transmettre au coach pendant le briefing, pendant la préparation de l'entraînement, en dehors du terrain. On avait toujours de temps en temps le temps de parler
Et c'est à ces moments-là que moi, j'avais le temps de m'exprimer totalement. Par respect du coach principal, je ne peux pas, en pleine séance d'entraînement, à moins qu'il me l'accorde, je ne peux pas entrer et commencer à expliquer ce que j'ai déjà eu à parler avec lui en dehors du terrain et bien avant l'entraînement. On perd encore ce match contre la Côte d'Ivoire. Même erreur au niveau du quatrième quart-temps. On a gagné le Rwanda. C'est un match que le staff technique n'a carrément pas joué. Ça ne vous intéressait même pas. C'est un match de ancêtres. On a voulu gagner ce match-là et on a gagné. On va aller très vite pour arriver à ces matchs contre Cameroun. On voit le Cameroun battre les équipes, mais lourdement. Contre la RDC, il y a un joueur camerounais qui est blessé. C'est le meneur de G. J'écoute les joueurs dire on est dans le bon. Il suffirait qu'on rajoute la quatrième chose au-delà de ces trois trucs fétiches que toutes les équipes connaissent. On va gagner ce match contre Cameroun. On va Mithéo, on va revenir à Ravik vite avant de revenir à vous, le temps pour vous de vous reposer un peu. On va revenir à Ravik. On va Mithéo, on va Franck sortir de l'eau. Mais quel spectacle pour ce dé-là avant d'arriver à Christian Eyenga qui donne au-dessus de ce qu'on attendait de lui. Et à un moment, les joueurs m'ont fait rire. Ils m'ont dit, Michel a oublié que Eyenga était sur le terrain. Il a cherché Eyenga sur le banc. Mais j'aimerais que vous parlez un peu de ce dépion, Mithéo et Franck Nyembo, qui s'illustre le match contre le Cameroun. Est-ce que vous avez regardé ce match? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on va le gagner? Oui, bon, l'impression qu'on allait le gagner n'était pas vraiment là, mais c'était un match où je me disais qu'on avait des chances de le gagner. Mais malheureusement, j'ai senti les joueurs vraiment ils avaient beaucoup donné dans ce match-là. J'ai senti de l'énergie, j'ai senti vraiment de la volonté. Mais au finish, le match s'est joué sur des détails. En fait, on s'était trop concentré sur l'absence du meneur camerounais, oubliant qu'ils ont un joueur, Yves Missi. Yves Missi a joué avec tout son cœur ce match-là. Il était vraiment dans le match. Mais Mithéo, là, un moment malmené. Oui, c'est normal. C'est normal. C'était deux jeunes qui s'affrontaient. Un qui a déjà confirmé et l'autre qui s'est dit que j'ai mes chances parce qu'il y a des scouts qui étaient là. Quand ils ont vu Mithéo jouer de cette manière face à Yves Missi, ça prouve à suffisance que ce jeune-là a de l'avenir. Donc, c'était un match où, dans le match, il y avait des matchs dans le match entre joueurs. Et je pense que sur cet aspect-là, si le coach avait misé vraiment sur cette analyse, une analyse de ce match de cette manière-là, on aurait pu gagner ce match-là. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Je crois que le coach, c'est le genre de personne il a un plan et même si ça marche pas, il fonce avec même tout droit dans le mur. Donc, il ne peut pas se dire en cours de route que mon plan ne marche pas. Il se retracte un peu pour voir comment l'améliorer, comment le modifier. Non, il dit, bon, c'est ce que j'ai préparé, que ça marche pas, j'y vais à fond. Et malheureusement, ça nous a coûté la qualification pour le tour suivant et la suite de la compétition. On perd contre le Cameroun. L'équipe entre au vestiaire. Pierrot Ilunga, vous êtes au vestiaire. Vous écoutez Michel dire « Je suis dessus. Je suis dessus de cette équipe. J'avais une très bonne équipe. » Il reconfirme qu'il avait une très bonne équipe, mais il n'a pas pu faire mieux. Vous ne parlez pas ce jour-là, que ce soit avant le match, que ce soit après le match. Au vestiaire, vous n'avez rien dit. Alors que je me rappelle deux fois où vous disiez aux gars, Tobeta. Bobeta, mais cette fois-là, au vestiaire, Pierrot Ilunga ne parle pas. Et là, je confirme que vous étiez muet. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était la fin de la campagne. On ne savait plus quoi dire pour préparer quoi après. Si ce n'était que d'avoir des conversations maintenant individuelles pour réconforter chaque athlète que j'ai fait à l'hôtel. Exactement. Et je pense que ce n'était pas le moment de dire encore quelque chose pour ne pas frustrer les athlètes qui étaient déjà éliminés, ainsi que toute la délégation. On a été éliminés. J'ai trouvé que c'était mieux de me taire
et attendre le moment opportun pour parler individuellement à chaque athlète d'une manière à réconforter et que c'est la vie, ils ont leur carrière et on va travailler encore mieux, on va s'améliorer, on va voir comment réparer les points négatifs et comment perfectionner les points positifs qu'on a eu durant la campagne. La dernière question autour de cette table pour réellement s'équitter, même quand on va continuer dans nos vies privées, mais ici professionnellement, on va se quitter. Ravik, est-ce que la Coupe du Monde, les éliminatoires d'abord, donne-moi 5 de joueurs qui ont joué l'Afro-Basket que tu aimerais retrouver lors des éliminatoires, 5 tout simplement. Et au staff technique, je sais que vous n'allez pas peut-être toucher là. On reconduit le même staff technique d'abord, oui ou non? Non. Non. Alors, vous me dites les 5 joueurs que vous aimeriez retrouver encore lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. John Jordan. John Jordan. Miteo Sako. C'est difficile, hein? Il y a des noms. Il me reste que 2 noms. Il me reste 2 noms. C'est compliqué. Mais je crois que. John Jordan, Miteo, Sako. Ouais. Ça vient pas. J'aimerais bien voir Oli. Jonathan Kouming. J'aimerais bien voir Oli. Non, Kouming n'a pas joué l'Afro-Basket. Ah oui, excusez-moi. Ouais. 5 seulement. J'aimerais bien voir Oli. Vous rajoutez Rodi Ouais. avec beaucoup d'hésitation. Oui. Il est en rééducation. Est-ce que ça prendra du Il était blessé, Roli? Actuellement, il est en rééducation. Il a un petit bobo. Il est en train de travailler sur ça. Exactement, oui. Ça dépendra de la forme qu'il aura. Roli. Oui. En tout cas, les athlètes sont là. Mais ça dépendra. Le 5e nom, s'il vous Le plaît. 5e nom. Michel, lui, il n'a qu'à vous faire une sélection que vous allez critiquer après. Non, Des athlètes. Non. Des joueurs qui ont Jouer l'Afro-Basket que tu aimerais revoir lors de la Coupe du Monde. de cet Afro-Basket. Tout le monde ne mérite pas. Non, pas tout le monde. J'ai cité des noms. Et c'est ce que je dis. Il y a des joueurs qui sont qu'on peut avoir, que je souhaite bien avoir, mais il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. En fait, il y a beaucoup d'éléments. En fait, on y va vraiment. Il faut y aller dans l'esprit de faire oublier ce qui est arrivé à l'Afro-Basket et faire mieux, chercher une qualification. Je suis très content du retour de Mathieu à la compétition. Il va vraiment nous aider parce que on voit comment j'ai vu comment il a joué lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en Égypte. On sentait vraiment que c'était un joueur qui voulait tout donner. Et il y a aussi le problème des étoiles, hein. Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer, mais si... Messieurs et dames, mes chers décide téléspectateurs, l'étoile. mes chers auditeurs, vous avez compris que Ravik n'a pas voulu répondre à cette question. Il m'amène chez Mathieu Kamba. Je pense qu'on va rester là. Il monte un peu avec les étoiles. Je vais arriver aux étoiles. Vous allez parler des étoiles. Les 5e noms. Chouma. Ah, mon Dieu! Il a voulu nous régaler un peu. Non, sérieusement. Il a voulu nous faire sourire un peu. J'aimerais bien voir Speech. Niembo. C'est un jeune. Les jeunes, il faut leur donner leur place. Prenez les 5 majeurs. Youth Basketball. Prenez les 5 Non, majeurs c'est de pas les Ravik. 5 majeurs. C'est les joueurs que oui. C'est bon. Prenez les 5 que Ravik aimerait revoir lors des éliminatoires. Prenez. Voilà. Comme manière de jeu, Ravik. Non, je ne parle pas de poste. Je parle d'athlètes Bon, c'est bon. que je trouve C'est bon. qu'ils peuvent mouiller le maillot au regard de ce qu'ils ont fait par rapport à l'Afro-Basket. Exactement. C'est en rapport avec le dernier Afro-Basket. Exactement. Ça n'a rien à voir avec les joueurs individuellement. Exactement. Ça n'a rien à voir avec les carrières des joueurs. Même quand vous aurez réellement le problème avec les joueurs individuellement après l'émission, vous en aurez quand même. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On ne pourra pas citer tout le monde, mais je dis ceci. Par rapport à ce que j'ai vu lors de l'Afro-Basket, les 3 derniers matchs que j'ai vus, je préfère avoir, moi, dans cette liste, un John Jordan, un Jordan Sako, un Mervedi Miteo, un Frank Niembo et un Roli Fula en forme.
Merci beaucoup, C'est mon choix. Voilà. Rolifula informe, même quand moi je vis quand même pendant la compétition. Par moment, on dirait vous avez forcé ces joueurs-là à vous jouer deux matchs. Il y avait des joueurs qui présentaient quand même des bobos physiques, mais vous les avez forcés. Je vis pour ma première fois, mais ça me fait mal, je peux pas le dire à la télévision. Je vis un joueur dire je suis malade. Mais vous avez forcé ces joueurs-là de monter sur terrain, Piro Ilunga. Je ne sais pas de qui s'agit-il en ce moment parce que je n'ai pas cette information. Mais lorsqu'on est en guerre et que tu acceptes de porter la vareuse, tu dois présenter, tu dois faire tes efforts. Exactement. Tu n'es pas venu en tourisme. Et si c'était en tourisme, tu allais te déclarer forfait dès le départ. Est-ce que vous regrettez d'autres joueurs qui sont venus? Vous avez vu qu'ils étaient en forme, mais arrivés sur place, les joueurs ont montré un main forme. On ne va pas citer leurs noms. Est-ce que dans le groupe, il y a eu des joueurs comme ça? Bien sûr. Deux, trois. Il y a pratiquement, personnellement, je comptais sur 3 joueurs que j'ai trouvés en forme avant même la compétition, mais après, c'était du brouillon. Donc, vous allez encore être devant le caméra, peut-être pour annoncer la liste de joueurs qui vont jouer les éliminatoires, même quand Ravik dit qu'il faut vraiment mettre dans les oubliettes ces staffs techniques qui nous a fait du mal, parce que ça, il faut le reconnaître. 90 millions d'habitants s'attendaient à un résultat, mais ces staffs techniques s'est décidé de nous faire ce que vous nous avez fait. Mais est-ce que Piro Ilunga, d'abord, continuera avec cette équipe nationale congolaise si on lui proposait de continuer? Si on me propose de continuer, je suis disposé à aider la sélection nationale, mais ça dépend de la configuration du staff technique. Waouh, ça commence à être un pécho. Ça dépendra de la configuration du staff technique. Vous pensez qu'il y a des têtes qui vont tomber? Bon, là, c'est à la fédération de décider. Merci. La fédération va décider du plus vite possible parce qu'au-delà du staff technique, les gens doivent savoir que c'est bien la fédération congolaise qui est l'organe technique qui se charge d'aller chercher des entraîneurs, de prendre aussi ici chez nous, faire une sauce pour représenter la nation au niveau de campagne africaine. Piro Ilunga, la Coupe du Monde, mythe ou réalité? Est-ce que la République démocratique du Congo avec le basketball, c'est déjà une fois qualifiée pour la Coupe du Monde de basket? Personnellement, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas, je ne pense pas. Et il y a encore une opportunité de plus qui se présente devant nous. Mais je pense que si on allait dans la politique, bon, excusez-moi, mais je dois parler d'une autre nation parce que je m'inspire souvent de l'organisation de la politique du basket de l'Angola. Si on doit partir sur cette politique, il y a possibilité de se qualifier, mais en donnant beaucoup plus d'opportunités aux jeunes qui ont du sang nouveau, qui ont rien à nous prouver et qui ont envie juste de jouer et de prouver de quoi ils sont capables. Et je pense que ça sera une manière pour nous, pendant toutes ces fenêtres, de préparer la relève pour une très bonne sélection dans les années à venir. Quand vous prenez, ou soit quand vous êtes appelé à l'équipe A, je me rappelle vous avoir interrogé, avant d'ailleurs de connaître qui va venir vous épauler, avant de savoir que Michel sera votre titulaire. Vous dites, on va rajeunir l'équipe. Tout le monde s'est dit, c'est du Pierrot, on va avoir la jeunesse dans l'équipe. Est-ce que vous vous dites que vous avez fait votre mission, soit quelque part sa boîte parce qu'il y a un titulaire? Bon, déjà le fait d'accepter d'intégrer les jeunes, c'est déjà un point positif. Lorsqu'on dit qu'on va rajeunir l'équipe, ça ne veut pas dire que lorsqu'on trouve un joueur qui a déjà une trentaine d'années, 29, 28 ans, qu'on doit mettre de côté, surtout si c'est un grand apport. Par exemple, prenons l'exemple de Sako, qui est là et qui apporte son expertise et son expérience. Donc, moi, je veux vous expliquer une toute petite histoire de Météo qui est venu me voir pour me dire, coach, le Jordan Sako, c'est la première fois que je joue contre lui, mais il est dur. Quand je joue contre lui, je sens que j'ai mal au corps. Je lui ai dit, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, cette opportunité de jouer avec un Sako dans une même équipe, ça permet à ces jeunes de s'inspirer de certaines personnes dans la sélection nationale et d'avoir cette envie de revenir demain et de prouver qu'ils peuvent aussi être des modèles pour des générations à venir. Pourquoi vous êtes amis aux joueurs?
c'est ma manière d'avoir une très bonne relation avec ceux qui veulent marcher tel que je le veux. C'est-à-dire que ça soit fille comme garçon, je les considère, je me comporte en papa. Et c'est comme ça que je suis plus ami aux athlètes. Zone de turbulence, parce qu'on va finir. Vous avez vos 3 dernières questions. Il faut se préparer. Le coach Ravik, il est bien habitué du G, même quand il a réussi le tout premier coup avec le 5 joueurs. Il est très bien habitué de G. Il lui restera 2 questions. Et à vous, les G va revenir à vous. Vous avez 3 questions, mais vraiment une zone de turbulence. Piro Ilunga, vous êtes un coach qui adore bien prendre les joueurs locaux avec des conditions. Soit ces joueurs locaux vous donnera un pourcentage, soit ces joueurs locaux est conditionné de venir jouer chez Onatra avant d'être sélectionné. Premièrement, pour le pourcentage, je viens d'abord d'une famille d'un bon rang social et ce n'est pas l'argent qui m'importe dans tout ce que je fais, mais c'est d'abord le plaisir. Et je pense que si vous essayez de contacter personnellement n'importe quel joueur, surtout les jeunes, ils vous diront que lorsqu'ils perçoivent de l'argent, la première des choses que je leur dis, prends un petit rien pour toi, le reste, surtout quand je connais leur vie sociale, le reste donne à maman, elle va faire quelque chose, donne à papa, elle va faire quelque chose, et le reste garde en banque. Même si c'est $100 qui te reste, garde en banque, c'est toujours important. Ça, c'est le grand conseil que je transmets, je prodigue à mes joueurs, surtout aux jeunes qui vont en sélection, parce que quand ils sont en sélection nationale, ce sont mes joueurs. Peu importe l'équipe de provenance. Et deuxièmement, il y a ce qui se fait que moi j'appelle d'une manière naturelle. Tout joueur, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que moi je ne fais pas, c'est prononcer ça de ma bouche. Dire que viens jouer à l'Onatra, tu verras l'équipe nationale. Faux et archi faux. Vous n'avez jamais dit ça à un joueur? Jamais. Ce sont des joueurs qui se disent parce que moi, je reçois des rapports des gens qui parlent entre eux. Quand ils vont jouer dans la rue, dans des tournois, qui se disent « si je venais là où se trouve le coach Pierrot, il aura la facilité de me voir. Peut-être que je peux sourire une équipe nationale. Mais je suis là, chez Onatra, il y a combien de joueurs qui sont passés en équipe nationale? Et on rappelle que vous n'avez jamais, vous n'avez pas eu l'idée d'avoir Météo dans l'équipe nationale jusqu'à ce que ça soit le président de la fédération. Ce n'est pas moi qui ai fait Météo dans la sélection nationale. Non, pas du tout. Il a prouvé de quoi il était capable et il a convaincu même le président de la fédération. J'ai été chez Terreur. J'ai été dans l'équipe nationale. Quels sont ces joueurs qui étaient avec moi dans l'équipe nationale pendant que j'étais chez Terreur? Ils étaient à combien, si vous vous rappelez? Donc, je pense que ce sont des faux débats. Ce sont des débats décomplexés. Et je pense qu'on doit changer notre manière de voir les choses. On doit avancer. On doit voir loin. On doit voir loin. On ne peut pas stagner dans des futilités qui ne nous mènent nulle part. Donc, je pense que j'ai été clair avec mes réponses. Zone de turbulence, Piro Ilunga. Non, pas totalement bougé, pas totalement bougé. La dernière question va peut-être essayer de le bouger. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des problèmes personnels avec le joueur? Si réellement vous avez des problèmes personnels avec le joueur, quel genre de problème? Le fait de dire la vérité. Vous dites la vérité au joueur, vous pensez? Quand je ne compte pas sur un joueur, je ne pars pas derrière son dos. Je lui dis clairement que je ne compte pas sur toi et je donne les raisons. Pour tel ou tel, tu ne peux pas être avec moi dans l'équipe. Tu ne peux pas être avec moi ici. Et c'est après que je reçois souvent des rapports. Il paraît. Mais la vérité que j'ai toujours été frontal. Je n'aime pas parler derrière le dos des gens. Et je parle de la vérité aux joueurs pour l'aider à comprendre qu'il doit réparer à tel endroit s'il veut aller loin dans sa carrière. Les 2 dernières questions appartiennent au coach Ravik. Zone de turbulence, encore une fois de plus. Vous êtes coach, bien sûr, mais quand on vous propose des équipes, vous fouillez. La dernière fois, c'est Foucache qui vous propose d'être assistant. Vous êtes venu une fois à l'entraînement, vous n'êtes plus revenu. Non, je ne suis pas venu une fois. J'ai travaillé pendant une semaine. Mais je pense que ça ne cadrait pas avec ce que je recherchais.
Hein? Bon, ce n'est pas que je recherche quoi que ce soit, mais... De l'argent. Non, ce n'est pas sur cet aspect-là. En fait, je suis arrivé, oui, Bon, déjà au départ, je ne voulais pas, parce que je ne me sentais pas Parce prêt. que vous fouillez à chaque fois qu'on vous propose une équipe. Non. Ce n'est pas ça. On m'a proposé une équipe, je crois que le feu coach, le feu président Mick Moulamba, qui m'avait appelé pour coacher chez DSMP, en fait, ouais, avec le coach junior Kobe, qui est le coach titulaire chez Molokai. Oui. Mais après, on a commencé les entraînements et soudainement, il y a eu le décès du président parce que c'était lui qui m'avait contacté. En fait. Et il n'y a pas eu de... J'ai trouvé logique que la personne qui m'a contacté n'est plus. Il n'y avait plus une personne référence sur qui je pouvais exposer ce que je voulais réellement pour le projet de l'équipe. Après, c'est parti. Et chez Foucache, je ne voulais pas, parce que je ne voulais vraiment pas coacher. C'était une situation au sein de l'équipe qui n'était pas bonne. En réalité, ça me mettait mal à l'aise de voir un coach partir pour des raisons que j'estime pas trop fondées. Et moi, redébarquer, venir être la solution palliative. Non, je m'étais senti... Enfin, je venais à l'entraînement, mais je m'étais senti mal pour cette personne-là. Parce que c'est une personne avec qui j'ai échangé. On a échangé, je me suis senti mal pour la personne. J'ai dû me retirer pour dire, bon, je n'aimerais pas peut-être être le problème d'un autre problème. Donc, je préfère me retracter. Zone de turbulence. La troisième question pour finir avec le coach Ravik et finir complètement cette émission. La troisième question est de savoir quel est votre rôle à la Liprobakin et si tu connais le vrai problème entre la Liprobakin et la fédération. Je suis à la Liprobakin, je suis membre des commissions permanentes comme au niveau de la FEBACO. Le problème entre la Liprobakin et la fédération. Le vrai problème qui pourra trouver. Le vrai problème, c'est un problème général dans le basketball congolais. Problème de communication. Voilà. C'est le seul problème. En fait, c'est le manque de communication qui a créé quelque chose qui n'a pas été bien et qui a frisé la collaboration, qui a amené à tout ce que nous voyons. Et c'est un problème récurrent dans le basketball congolais. Il y a toujours ce manque de communication. Quand on n'échange pas bien, ça crée toujours des frustrations. On dit que le dernier de la classe, les ignorants du monde, se sont retrouvés dans le basket, alors qu'autrefois, discipline des intellectuels, ils ont fait leur bloc. Ils connaissent tout, mais ils connaissent rien. C'est vrai? Qui sont les derniers de la classe du monde? On dit le dernier de la classe un peu partout. Ils se sont retrouvés dans le basket. Ils connaissent tout, mais ils connaissent rien. Ils ont toujours... Non, Ravik, normalement, il s'engage qu'à ça, la bouille. Mais bon, dernier mot, on va finir l'émission. Merci beaucoup d'être venu, coach Ravik. Votre dernier mot dans cette émission. Dernier mot, on passe à Pierrot Ilunga, dernier mot. Mais n'oubliez pas, si vous avez des dédicaces, nous sommes Congolais. Bon, mon dernier mot est que les amoureux du basketball mettent un peu de côté tout ce qui n'a pas lien avec le développement du basketball. Tout le monde doit s'impliquer pour que ce basketball puisse évoluer. Chacun, là où il est, si vraiment il aime le basketball, il peut apporter une... On ne peut pas seulement aider le basketball en étant président d'un club, entraîneur ou membre de la ligue, de l'entente ou de la fédération. Non. Aider le basketball, c'est soutenir ceux qui font que le basketball puisse vivre. Et actuellement, le basketball à Kinshasa se comporte très bien. Et d'ailleurs, on a vu les derniers résultats de la Coupe du Congo. Voilà, donc que tout le monde qui aime le basket puisse s'impliquer pour que le basketball puisse évoluer. Merci beaucoup. Alors que ces signaux-là montraient déjà que vous êtes arrivé à la fin. Pierrot Ilunga, dernier mot.
Juste demander aux amoureux du basket que le coach Pierrot a toujours été ouvert de recevoir des critiques qui me permettront d'évoluer. Merci. Merci beaucoup. Ils n'ont pas de dédicace et ce sont de deux étrangers. Moi, je suis congolais. Je vais essayer de faire comme un congolais. Mais aussi, j'aimerais répondre aux messages. 2, 3, 4 messages qui allaient m'énerver. Mais bon, personne ne va m'énerver. Je vais garder mon sang-froid. Vous parlez de Mafuta Ngulu. Les gens, ils répètent souvent ça. Hein. Parce que parole Mafuta Ngulu, bazoli ba million et talingate. Mon intérêt, c'est aider le basketball congolais à être vu. Appréciez quand même que vous avez de TikTok, vous avez aujourd'hui l'image. Vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire, qu'est-ce qui s'est passé sur terrain, c'est quoi le blague de joueurs. Aujourd'hui, vous en avez. C'est ce qu'on a essayé d'apporter à ces niveaux-là. Mafuta Ngulu ou pas, et talingate. On passe. On va parler de ces dossiers de gens suspendus. Bon, pas avec eux. Je vais répondre sur ces dossiers de gens suspendus, non suspendus, les gens qui étaient au Rwanda. Je parlais personnellement avec la concernée. Je l'ai dit. Au sens contraire, la fédération va te sacrifier auprès des instances du pays et tu vas répondre. Faut pas même mettre de commentaires là-dessus. Laisse-les faire les choses. Jusqu'à un niveau, ils vont donner des sanctions à tout le monde parce que le pays se posera la question. Comment, dans une relation diplomatique non étroite, il y a eu les ambassadeurs de la RDC qui se sont retrouvés là-bas. C'est compliqué. Les gens qui posent la question, mais comment les joueurs partent jouer là-bas? C'est à titre individuel, c'est son logo ambassadeur de la RDC. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette très belle émission. Je vous promets de vous revenir encore en forme parce que je suis de retour dans mon pays. Mon grand-père disait à mon père, être fort, c'est être uni. Parler, ce n'est pas dire, mais dire, c'est convaincre. Au revoir.